Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue dans l'émission du Centre des jeunes dirigeants, l'économie au service de l'homme. C'est la devise, un mouvement de jeunes dirigeants d'entreprise qui cherchent à mettre l'économie au service de l'homme et non l'inverse. Chaque semaine, nous éclairons un thème d'économie positive et inspirante avec un invité de notre territoire. Je m'appelle Pierre Minaudier et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Florie Martinez. Bonjour. Florie, vous êtes dirigeante donc d'entreprise. Vous avez un parcours assez riche depuis plus d'une quinzaine d'années. Vous avez passé d'abord 10 ans en tant qu'opticien lunetier. Tout à fait. Dans diverses enseignes d'optique. Et puis en 2017, vous avez décidé de créer FM Progestion. C'est une société au départ qui a créé une gestion de tiers payants pour l'optique. Tout à fait. Puis pour répondre à un besoin important qu'ont les opticiens dans leur tâche à la gestion administrative, vous avez décidé de créer une entreprise autour de la formation et après plus tard du recrutement. Avant de rentrer tout à fait dans le vif du sujet, je vais vous poser quelques questions. Du tac au tac, je vous demande de ne pas réfléchir, c'est pour nos auditeurs. Vous êtes plutôt sucré ou salé ? Sucré. Votre recette préférée ? Pâte à la carbo. Pâte à la carbo, excellent. Et vous êtes plutôt fête ou petit comité ? Grande fête ou petit comité ? Grande fête. Ok, très bien, merci. Donc, quelle idée avez-vous eue avec vos clients suite avec toutes ces discussions autour de la formation et du recrutement ? Comment vous est venue l'idée de créer cette société, Florie ? Eh bien, tout simplement, j'ai été opticienne pendant 10 ans en magasin et les 5 dernières années en magasin, je m'occupais de la gestion administrative. Et je me suis aperçue que les opticiens rencontraient souvent des difficultés dans la gestion du tiers payant. Donc c'est pour ça qu'en 2017, j'ai décidé de créer une société pour les aider. Donc c'est vraiment une société qui permet de s'occuper de toute la gestion administrative liée au tiers payant. Et à force de discuter avec mes clients, donc qui sont des opticiens, sur les salons, les séminaires, je me suis vraiment aperçue qu'ils avaient vraiment des difficultés pour embaucher des opticiens en magasin. Et moi-même, pour ma propre société, je recherchais des profils d'opticiens et j'avais aussi pas mal de difficultés. Et suite à ça, en fait, vu que j'ai le diplôme de BTS opticien lunetier et aussi une licence, et que j'ai quand même une expérience en magasin, j'ai décidé de créer une formation dédiée en fait à des gens qui n'ont jamais travaillé en magasin d'optique. Pour permettre en fait à ces personnes-là qui ont un profil de vente, un profil aussi très motivé et dynamique, de pouvoir travailler dans un magasin d'optique sans forcément avoir le diplôme, mais tout en apportant dans cette formation l'essentiel de tout ce qui est important de connaître en magasin. Donc, si je comprends bien, au départ, c'était vraiment pour un axe de formation. Et puis, finalement, vous avez terminé aussi à faire du recrutement, finalement, pour vos clients. C'est ça ? Alors, moi, mes clients font leur recrutement. Et en fait, ils me contactent. Et moi, derrière, je prends la suite pour former les personnes qu'ils ont recrutées. Je me déplace dans les magasins où ils m'envoient les personnes en formation dans mon centre de formation. Voilà, et je forme ces personnes pendant toute la semaine. Donc c'est une formation qui est sur 35 heures. Voilà, où on leur donne vraiment toutes les connaissances essentielles pour qu'après ils puissent travailler en magasin d'optique et être le plus autonome possible dès les premiers jours. D'accord. Et comment vous avez créé du coup ce parcours de formation ? Parce que aujourd'hui, bien sûr, on parle de formation, mais comment avez-vous pu créer tout l'ensemble du parcours pour finalement des personnes qui, a priori, n'ont pas de formation, qui ont plus des capacités ou des aptitudes à la vente, si j'ai bien compris, avec un profil plutôt dynamique. Mais finalement, vos clients, vous leur dites, vous pouvez recruter finalement un peu une personne lambda qui n'a pas forcément de diplôme, c'est ça ? Tout à fait. En fait, j'ai utilisé l'expérience que j'avais en magasin et comme j'ai aussi passé le diplôme, je savais vraiment tout ce qui était vraiment destiné à passer un diplôme et tout ce qui était vraiment très important en magasin. Donc, j'ai fait vraiment la synthèse de tout ce qu'il fallait cibler. Donc, pour ça, en fait, j'ai écrit un livre
qui est aujourd'hui la base du support de cette formation et qui va être publié d'ici la fin de l'année pour pouvoir être aussi utilisé par tous les opticiens, parce que c'est une formation aussi que parfois on me demande, ne serait-ce que pour approfondir les connaissances, même pour des personnes diplômées ou des personnes qui ont déjà travaillé depuis plusieurs années dans des magasins d'optique. Et donc voilà, en fait, tout simplement, j'ai fait un plan. Voilà, quand j'ai commencé à faire mon programme, j'ai fait un plan avec voilà tout ce qu'il fallait aborder comme notion, les pathologies, les caractéristiques techniques des verres, quel verre choisir en fonction de quelle puissance sur une ordonnance. Et ça va même jusqu'au tiers payant, qui est une part aussi importante aujourd'hui en magasin. Sur votre plan de formation, est-ce que, par exemple, vous formez aussi ce qu'on appelle des compétences qui sont moins techniques, mais peut-être plus de savoir-être ou au moins de comportement de relation client, comment aborder un entretien avec un client, parce que je me doute qu'on peut acquérir des compétences techniques, mais les autres compétences, on va dire plus de savoir-être. Tout à fait. Il y a vraiment dans cette formation, on aborde vraiment toutes les notions qui vont être essentielles, que ça soit des notions techniques, que des notions d'approche du client, à savoir de quand le client rentre en magasin jusqu'à la fin de la vente, le moment de le raccompagner. Donc vraiment, il y a tout un parcours. On discute de ça avec les stagiaires. Et on essaye de voir différentes caractéristiques qu'ils pourraient rencontrer lors d'une vente, en fait. D'accord. Sur cette formation de 35 heures, si je comprends bien, c'est des parcours de 35 heures. Les clients sont aussi, les stagiaires qui sont en formation sont aussi en situation de clientèle ou sont uniquement dans votre centre de formation aujourd'hui? Alors, sur les 35 heures, ils sont uniquement avec moi en formation. On va alterner de la théorie. Et aussi de la pratique, par exemple les réglages d'une monture, un ajustage, utiliser le logiciel, manipuler en fait, remplir un dossier client. Donc je les mets quand même dans des situations aussi pratiques afin que ils puissent après se sentir le plus à l'aise possible et avoir déjà eu le sentiment de savoir comment il faut interagir après derrière avec le client. D'accord, très bien. Et donc, cette formation, vous la dispensez uniquement à Montpellier, dans notre territoire, ou donc national, je me déplace partout en France et outre-mer. D'accord. Voilà. Et vous faites des promos ou c'est à chaque fois un client avec un stagiaire? Comment ça se passe techniquement? Alors, ça dépend. En général, je prends maximum des groupes de 5. Donc, soit les 5 sont recrutés par la même personne parce qu'ils ont plusieurs magasins et donc du coup, ils ont besoin de recruter plusieurs personnes. Soit éventuellement, ça peut arriver que des opticiens se mettent ensemble et qu'on fasse une promo avec plusieurs stagiaires de différents clients. Est-ce que vous avez pensé éventuellement aussi à faire agence de recrutement du coup pour vos clients? Parce qu'on pourrait se poser la question de finalement les opticiens ont besoin de recruter. Vous connaissez quand même bien les profils des stagiaires futurs et donc du coup naturellement l'étape d'après pourrait être une agence de recrutement finalement. Oui, alors agence de recrutement formation. Alors j'y ai pensé, c'est pas encore d'actualité, mais ça peut être éventuellement une piste pour l'avenir, mais pour l'instant. Pour le développement. Ouais, ouais. voilà. D'accord. Est-ce que vous connaissez d'autres, parce que là on parle d'un marché spécifique qui est l'optique, est-ce que dans votre entourage de connaissances du monde de la formation, est-ce que vous connaissez d'autres types d'établissements, par exemple dans notre territoire, qui seraient amenés comme vous finalement à former des citoyens qui n'ont pas forcément une vocation au départ d'opticien, mais et qui trouvent cette formation et cette voie pour devenir professionnel de la lunette? Alors, on pourrait penser à d'autres métiers, comme, je sais pas moi, la plomberie ouais. par exemple, ou des métiers de territoire, ou des choses comme ça. Est-ce que vous connaissez d'autres centres qui travaillent comme vous, finalement, dans une niche spécifique? Non, alors je connais pas, là, de tête, rien ne me vient. Je ne pense pas connaître un équivalent de ce que moi, en tout cas, je fais en optique. Par contre, ce qui est certain, c'est que des difficultés de recrutement, on en retrouve dans d'autres domaines. Je connais bien l'optique, mais je sais aussi par des connaissances qu'il y a d'autres domaines qui manquent cruellement de gens qualifiés, en fait. Le plomberie notamment. Mais après, non, un autre centre comme le mien, non, je ne connais pas.
Vos stagiaires sortent-ils avec une qualification réelle? Est-ce que c'est un diplôme certifiant? Non, il n'y a pas de. Aujourd'hui, ma formation n'est pas certifiante. Par contre, ils vont ressortir avec des connaissances, avec les connaissances essentielles pour eux, ce qui fait qu'ils vont être déjà, dès qu'ils vont travailler en magasin, ils vont être beaucoup plus rassurés, plus autonomes, plus sûrs d'eux. Et ça, c'est vraiment un vrai plus par rapport à s'ils rentraient comme ça en magasin directement, à commencer pour un premier jour, ils seraient complètement perdus. Donc là, c'est vraiment un vrai plus pour eux et aussi pour les équipes qui auront moins en fait à s'occuper de lui. Voilà, durant les premiers temps, quoi. Durant les premiers temps de démarrage dans l'entreprise. Ok, donc sur votre organisme de formation, on parle aussi beaucoup en ce moment d'une certification qualité. Oui. Je ne sais pas si nos auditeurs la connaissent, mais c'est une certification qui s'appelle Calliope. En fait, le monde de la formation a été beaucoup révolutionné on va dire, ces 2 dernières années. Et c'est surtout, je pense, professionnalisé de ce qu'on comprend du marché de la formation. Et donc, cette certification s'appelle Calliope. Tout à fait. Je suppose que votre organisme est certifié. Oui, tout à fait. Donc, comment s'est passé pour vous cette certification? Parce que je crois comprendre que pour certaines entreprises de formation, c'est un peu un parcours du combattant. Oui. Donc, pour vous, comment ça s'est passé? Écoutez, moi, ça s'est très bien passé. C'est vrai que passer la certification, ça nous demande beaucoup de travail en amont. On a notamment des critères de qualité à respecter, beaucoup de documents à remplir, beaucoup d'administratifs. Mais après, je pense que c'est vraiment bien qu'ils aient mis en place cette certification parce que ça permet quand même d'attester la qualité des formations. Et ça, aujourd'hui, c'est très important. Donc, c'est vraiment un gage de qualité quand on a la certification Calliope. Et ça permet aussi, et ça, c'est très important, que notamment, moi, par exemple, mes clients puissent utiliser les financements par notamment l'OP Commerce pour eux, pour pouvoir se faire rembourser. Juste pour nos auditeurs, l'OP, c'est l'opérateur de compétences. Finalement, c'est la caisse qui permet de faire financer les formations et d'opérer les formations. Voilà. Et donc, du coup, ça permet en fait aux clients de pouvoir avoir une participation par les organismes qui permettent le remboursement d'une partie des formations. Ok. Quel est pour vous maintenant l'avenir de votre société? Quel est le statut actuel? Vers où vous allez aujourd'hui dans ce monde de la formation et du recrutement? En fait, la formation a tellement bien marché, cette formation a tellement bien marché que j'ai ouvert du coup au mois de mai la société Siform, qui est vraiment là pour le coup la société où je vais vraiment centraliser toutes les formations dans le domaine de l'optique. Donc la certification Calliope, je l'ai obtenue sur cette société-là, et j'espère vraiment dans les années à venir avoir un bel essor de ce centre de formation. Et là, dans un avenir proche, il va y avoir la publication du livre et l'essor aussi encore plus de cette formation. Et puis dans le futur, j'aimerais pouvoir développer d'autres formations en optique. Et puis vraiment la finalité, ça serait d'avoir une formation certifiante et de mettre aussi en place les VAE pour les personnes qui ont travaillé déjà en magasin depuis plusieurs années, qui voudraient éventuellement pouvoir passer leur diplôme. Alors, pour nos auditeurs, une VAE, c'est une validation des acquis, de l'expérience. D'accord. Donc, ça veut dire quoi concrètement, une validation des acquis de l'expérience? Ça permet à des personnes en fait, qui ont travaillé depuis plusieurs années en magasin de pouvoir prétendre à passer un diplôme sans le diplôme du BTS opticien lunetier, sans avoir à passer directement le diplôme, en fait, comme moi j'ai pu le passer à l'époque dans une école après mes 2 années d'études. Donc en fait, c'est une sorte de diplôme qui vient valider une expérience qui a été passée en magasin. Donc typiquement, par exemple, les stagiaires que vous formez aujourd'hui, s'ils font 2, 3, 4, 5 ans en magasin, ils pourraient passer à la fin une VAE pour valider finalement un diplôme de BTS. Tout à fait. D'accord. Qu'est-ce qui vous a le plus frustré cette année dans votre entreprise? Qu'est-ce qui m'a le plus frustré cette année? D'avoir quand même des problématiques avec le Covid, de déplacement, d'avoir été obligé parfois d'annuler des formations. Ça, c'était frustrant parce que les personnes attendaient vraiment et pour nous, les magasins d'optique étaient ouverts.
Oui. Sauf vraiment les premiers jours, la première tranche. Voilà, la première tranche. L'épidémie. C'est ça, le premier confinement. Mais sinon, après, les magasins ont réouvert et parfois, c'était pas évident d'arriver à faire des déplacements. Voilà, ça, c'était un peu... Et aujourd'hui, c'est vous qui vous déplacez partout pour faire les formations ou vous avez quand même des partenaires sur certaines régions qui peuvent former pour l'instant, c'est moi. Pour l'instant, c'est moi. Et après, voilà, j'ai des collaborateurs qui sont opticiens, donc voilà, par la suite aussi, de les rentrer avec moi dans l'aventure de Siform. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes toute seule dans votre organisme de formation ou vous avez... Oui, sur l'organisme de formation, je suis toute seule. Et après, j'ai des collaborateurs sur ma société de gestion de tiers payants. D'accord. Donc, sur le tiers payant, vous avez combien de personnes aujourd'hui Nous sommes 13. D'accord. Voilà, moi inclus, nous sommes 13, dont 6 opticiens. 6 opticiens, ok. Quel est votre meilleur souvenir aujourd'hui sur votre parcours de créateur? Si je comprends bien, vous avez créé en 2017. Oui, en septembre 2017. Quel a été pour vous le meilleur souvenir jusque-là? Qu'est-ce qui vous a le plus animé finalement à créer cette société et vous a le plus réjoui? La première année, j'ai été seule. Donc, quand j'ai créé FM Progestion, j'étais toute seule. Je pense que mon meilleur souvenir, ça a été quand j'ai embauché ma première salariée, qui à la base était une amie à moi, opticienne, et qui voulait partir et ne plus travailler en magasin, et qui a tenté l'aventure avec moi. Donc ça, c'est vraiment un beau souvenir. Aujourd'hui, elle est ma responsable d'équipe, donc c'est vraiment bien de se dire que 4 ans après. La société a vraiment très bien évolué. On a beaucoup travaillé. Le bouche à oreille a très bien marché. Nos clients sont contents, donc ça c'est vraiment pour nous le plus important. Voilà, je dirais qu'un des plus beaux souvenirs c'est ça. D'accord. Et donc quand vous dites le bouche à oreille a bien marché, c'est-à-dire que vous avez commencé vos premiers clients, je suppose, étaient sur notre territoire autour de Montpellier, ou pas? Ou pas. Ouais. Mon premier client est mon ancien patron qui m'a fait confiance et qui m'a pris en prestataire de service après par la suite une fois que je suis partie. Et puis après le bouche à oreille vraiment a opéré. Les opticiens parlent entre eux en fait, et comme c'est une vraie problématique aujourd'hui, ils commencent de plus en plus à échanger sur le sujet. Et c'est vrai que tout simplement ils se donnent mon contact, et j'ai pas vraiment aujourd'hui eu à faire beaucoup de prospection parce que c'est vrai que souvent on m'appelle comme ça. Et ouais, finalement c'est un marché assez fermé, tout le monde se connaît. Oui. Il y a combien de magasins d'optique en France à peu près? À peu près 12 000. À 12 000 quand même, magasins, donc c'est quand même important. Oui. Et dans ces magasins, il y a combien de collaborateurs en moyenne? C'est 3, 4? Ça va dépendre des tailles de magasins, mais de manière générale, ça peut aller de 2, 3 collaborateurs à une quinzaine sur des très très gros magasins. D'accord, donc on peut aller jusqu'à plus d'une dizaine de collaborateurs sur un grand magasin, dans une grande ville, je suppose. Oui, ou même il y a parfois des plus petites villes où il y a des magasins qui fonctionnent très bien, qui sont des gros magasins. Et si il y a finalement des problématiques de formation et de recrutement dans ces métiers-là, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle le turnover, c'est-à-dire la gestion du changement des effectifs, parce que je suppose qu'il y a des gens qui partent et d'autres qui arrivent. Donc c'est plutôt ça les problématiques, ou c'est plutôt la création de nouvelles enseignes, des nouveaux magasins et de nouvelles implantations? Ou est-ce que les implantations restent les mêmes? Les implantations, je pense que de manière générale, elles restent les mêmes. Je dirais que les problématiques, c'est plutôt les turnovers, tout à fait, des personnes ou même qui décident de se reconvertir après 4, 5 ans en magasin, ou qui se rendent compte que c'est pas forcément fait pour elles, voilà. Donc je pense que c'est plus cet aspect-là. D'accord. Avez-vous pris des engagements dans votre entreprise qui vont au-delà de votre métier, par exemple des engagements autour de la société civile ou des engagements environnementaux ou des choses comme ça? Qu'est-ce que vous avez pu faire dans ces domaines-là? Alors, nous, on essaye, on est une société de gestion administrative, donc administrative égale beaucoup de papier. Donc, on essaye quand même, je sensibilise mes collaborateurs à faire quand même attention, à pas trop imprimer de feuilles, d'essayer d'être dans le minimum d'impact au niveau du papier, du gaspillage du papier. Après, nous, on fait beaucoup de relances par mail pour les clients, donc on dématérialise beaucoup. Donc finalement, on n'est pas, je pense pas qu'on soit très très polluant. Enfin, en tout cas, on fait attention à ça.
D'accord, vous faites attention globalement à, Oui. à votre gestion des papiers, parce que finalement vous êtes plutôt un centre administratif, donc Oui. pas d'industrie ou pas de production de déchets importants. Pas Finalement. du tout, pas du tout. Et sur les trajets, parce que j'ai entendu que vous vous déplacez comment? En train? Alors, ça dépend. L'outre-mer, ça sera l'avion. À l'outre-mer, vous allez jusqu'en outre-mer? Oui, complètement. Donc voilà, l'outre-mer, voilà. Mais l'outre-mer, clairement, je rassemble vraiment les clients quand je vais là-bas. Après, sinon, c'est soit le véhicule, parce que j'ai besoin, vu que je reste sur une semaine, voilà. Vous avez besoin de vous déplacer sur place. En fait. Oui, j'ai vraiment besoin de me déplacer. Ou sinon, après les transports en commun, sur Paris, souvent l'avion ou le TGV. D'accord. Quels sont vos rêves, voilà, pour votre société, ou qu'est-ce que vous avez envie de faire là sur les 2-3 prochaines années? J'ai entendu le site internet, la Siform qui se met en place, mais au-delà de ça, est-ce que vous avez d'autres projets qui vous font vibrer? Aujourd'hui, je suis vraiment clairement à fond dans mes sociétés, donc le but c'est vraiment de leur donner de l'essor à toutes les deux. Et puis aujourd'hui, ce qui est aussi galvanisant, c'est de pouvoir se dire qu'on crée de l'emploi en France. On a des collaborateurs, on leur donne les meilleures conditions de travail possibles. On fait en sorte que tout le monde soit content. Moi aujourd'hui, je suis vraiment très fière de l'équipe que j'ai parce qu'ils sont vraiment top. Il y a une très bonne entente. Ils s'aident entre eux. Voilà, donc ça c'est vraiment très valorisant et j'espère continuer dans cette lancée-là, en tout cas. Qu'est-ce que vous pourriez recommander, par exemple, si un de nos auditeurs nous entend aujourd'hui en se disant, tiens, ça me donne une idée, moi j'aurais envie de monter un centre de formation parce que dans telle branche, il y a des grosses problématiques, comme pour vous chez les lunetiers, finalement ça vous a donné cette idée-là. Oui, tout à fait. Quelle est la recommandation que vous pourriez donner à quelqu'un qui voudrait se lancer, par exemple, dans la création d'un centre de formation ? De toute façon, de manière générale, moi je pense qu'il faut vraiment aller jusqu'au bout de son idée quoi qu'il arrive. Donc si on pense que quelque chose va vraiment marcher, il faut vraiment s'investir, se donner les moyens de le faire et d'aller jusqu'au bout. Donc si cette personne-là pense qu'il y a moyen d'aider des gens, de trouver des solutions sur du recrutement, foncer, clairement, ça marchera. D'accord. Et sur le digital, par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup maintenant, il y a un gros mot anglais qui dit e-learning. Est-ce que, où on appelle ça aussi en anglais le blended learning, c'est-à-dire le mix, un mix entre des formations présentielles et des formations à distance en e-learning. C'est quoi votre politique à vous aujourd'hui, ou peut-être future? C'est en projet. Voilà, ça c'est clairement un projet. Là, j'attends déjà la publication du livre et après l'étape suivante, ça sera la mise en place de modules avec du e-learning. D'accord. En amont, en préparation du présentiel, après, comment vous le voyez aujourd'hui dans la gestion d'un plan de formation? Alors, soit créer les modules, en fait, diviser la formation que je donne actuellement, peut-être la diviser en modules. Comme ça, si un opticien a besoin de cibler simplement un module pour un de ses collaborateurs, ça sera peut-être plus facile que de faire l'intégralité de la formation. Donc voilà, vraiment la cibler en modules et peut-être. Alors, j'ai pas vraiment encore réfléchi de façon approfondie à comment j'allais mettre ça en place, mais clairement c'est vraiment une solution qui va être dans les clous d'ici quelques mois. Eh bien, merci beaucoup, Florie Martinez, pour toutes ces réponses. Je rappelle donc que vous avez donc une nouvelle société qui s'appelle Siform, qui sera bientôt disponible sur Internet, c'est ça? Ouais, le site Internet existe déjà, la société existe déjà, et c'est le livre qui sera bientôt en ligne sur le site. Votre livre, il s'appelle comment? L'essentiel de l'optique en magasin, de la théorie à la pratique. D'accord. Il est destiné donc à tous ceux qui s'intéressent finalement au métier de la lunette. Tout à fait. Opticien comme non diplômé, comme non diplômé. Et ils pourront trouver ça où? Sur votre site, ou ils pourront retrouver ça? Ça sera, dans un premier temps, ça sera sur mon site internet, et puis après je verrai pour le mettre éventuellement dans les librairies ou sur des plateformes en ligne de vente. Sur des plateformes en ligne. D'accord, voilà. Très bien. Notre émission L'économie au service de l'homme touche bientôt à sa fin sur Radio Clapas 93.5. Avant de vous dire au revoir, Anne nous donne des trucs et astuces en matière d'intelligence collective.
sont des pratiques, l'intelligence collective, que nous valorisons dans l'association du CJD, dans notre association, et qui sont de plus en plus connues dans le milieu de l'entreprise. En fait, l'idée, c'est d'être de plus intelligent à plusieurs. Bonjour à toutes et tous. Alors si notre performance d'entreprise se crée au moment des collaborations, comment se fait-il qu'on ne sache pas mieux identifier qui collabore vraiment et la valeur de ces collaborations ? Eh bien, dans un article sur la surcharge collaborative, 3 enseignants-chercheurs du Babson College de Wharton ont étudié dans plus de 300 organisations les liens entre salariés considérés comme les plus performants et les plus contributeurs au collectif. Et les résultats en disent très long sur notre incapacité à évaluer réellement les collaborations. Alors, la moitié des salariés réellement contributeurs sont perçus comme performants, ce qui signifie que l'autre moitié des salariés réellement contributeurs passent sous la ligne de flottaison. On ne les identifie pas, on ne les voit pas, parce qu'ils sont trop occupés à collaborer. Pire, 20% des vedettes de l'entreprise, ceux dont tout le monde pense qu'ils créent de la valeur, ne sont absolument pas collaboratives. Eux, ils sont occupés à travailler pour eux et dans leur coin. Et l'appréciation des contributions au collectif montre par ailleurs un vrai biais de genre. On va sous-estimer systématiquement les femmes qui collaborent. Et cette sous-valorisation est à peu près de 14% par rapport à celle des hommes. En fait, les auteurs nous disent que comme il est conçu comme normal qu'une femme coopère, eh bien, c'est tellement normal qu'on ne le remarque pas et qu'on ne le valorise pas. Alors, nos chercheurs ont également trouvé que seuls 3 à 5% de nos salariés vont produire 20 à 35% des collaborations à valeur ajoutée. Ces salariés sont les vraies stars de la coopération. Et si vous êtes manager, cherchez-les car ils sont précieux. Dans ce cas, on évoque parfois l'effet Shane Battier. Shane Battier, c'est un célèbre joueur de basketball aux États-Unis. Ses statistiques personnelles n'avaient rien d'exceptionnel et ça n'est pas ce qui l'a rendu célèbre. Ce qui l'a rendu célèbre, c'est que quand vous mettiez Shane Battier sur le terrain, les performances de ses coéquipiers s'amélioraient significativement et donc celles de son équipe. Et mieux encore, celles de l'équipe adverse diminuaient. Donc les contributions collaboratives devraient être mesurées et leur mesure intégrée dans l'évaluation individuelle que vous allez faire de vos salariés avec si possible une correction pour les biais de genre. De nouveaux outils d'analyse de réseau ou, par exemple, on pourrait penser aussi à des évaluations entre pairs, pourraient contribuer à cette évaluation et vous permettre d'identifier vos vrais contributeurs à la performance collective. C'est déjà la fin de cette émission, l'économie au service de l'homme. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, à Pej, le directeur de l'antenne, et l'équipe de Clapas 93.5. À notre invité, bien sûr, Florie Martinez, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et enfin, à notre mouvement de dirigeants d'entreprise, le CJD, avec qui on éclaire un bout d'économie responsable tous les lundis, 13h, en direct du studio. Retrouvez les replays sur radioclapas.fr, la chaîne YouTube du CJD, Montpellier, ou Spotify ou Deezer encore. Vous pouvez contacter le CJD de Montpellier via Facebook ou LinkedIn. À la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vos proches et de vous.